Aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur la collection de John Mayer, et je vous préviens, elle est vraiment plus qu'impressionnante. I'm John Mayer, and I'm ready to be a star. Il est probablement un des plus gros collectionneurs de montres et est bien connu dans le milieu. Il a d'ailleurs été surnommé comme étant le collectionneur le plus influent au monde de la communauté horlogère par JQ, et ses interviews avec le format Talking Watches With de Hodinkee cumulent respectivement 2,1 et 3,7 millions de vues. Il est même également contributeur pour le média Hodinkee, qui est le plus gros média horloger au monde, et a même fait partie du jury lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Le média dit de lui: John Mayer is a watch guy, he also happens to be a music guy. C'est pour vous dire à quel point il s'y connaît. Mais de toute manière, ça, vous allez le découvrir rapidement par vous-même. On va parler de plusieurs pièces uniques qu'il possède, d'autres qui sont de véritables monuments de l'horlogerie, et on finira avec la toute première montre qui a fait naître sa passion, ainsi qu'une autre pièce que vous pourrez vous offrir. Mais je vous préviens, il y a des chances pour que ce soit la seule de cette sélection. Hi, I'm John Mayer, and you're watching. John Clayton Mayer est né en 1977 dans le Connecticut. À 20 ans, il s'installe à Atlanta et commence sa carrière musicale avec un ami, mais le duo ne dure pas longtemps et John décide d'évoluer en solo dans la musique acoustique. Son premier album remonte à 2001 et son premier Grammy Awards à 2003. À partir de 2005, il se lance dans le rock et le blues et collaborera avec B.B. King, Eric Clapton et j'en passe. Il continua ensuite d'enchaîner les albums et les récompenses, s'essayant à plusieurs styles, dont la pop. Il se fit plus discret à partir de 2010, puis revient sur le devant de la scène en 2013 avec son 6e album aux fortes inspirations country. En 2014, il atteint les 20 millions d'albums vendus pendant sa carrière. Il présentera son 7e album en 2017 et son 8e en 2021. En parallèle de la musique, il est impliqué dans la comédie, la télévision et l'écriture, en plus d'œuvrer pour plusieurs associations caritatives. Et en plus de tout cela, comme on vous le disait en intro, il est reconnu comme un expert horloger. Sa collection serait estimée, d'après lui, à plusieurs dizaines de millions de dollars. Rien que ça. Il se dit qu'à Hollywood, il est reconnu comme celui à qui il faut demander conseil avant d'investir dans les montres. C'est en tout cas ce qu'ont fait Drake ou encore l'acteur Aziz Ansari. Pourtant, son voyage de collectionneur ne s'est pas passé sans embûches comme on va le découvrir ensemble. Alors sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de monter un peu le son et de vous plonger dans l'incroyable collection de John Mayer. Commençons par le début avec sa première vraie montre comme il l'appelle, une Rolex Explorer 2 qu'il s'est offert après avoir reçu son premier vrai chèque suite au succès de son album de 2001. Produite de 1989 à 2011, la Rolex Explorer 2 16570 offre un boîtier en acier de 40 mm de diamètre et une aiguille rouge 24 heures permettant entre autres d'indiquer un second fuseau horaire ou de savoir s'il est 6h ou 18h lors d'exploration au pôle. Endroit dans lequel le soleil ne se couche ou ne se lève pas pendant plusieurs mois. D'occasion, cette pièce se trouve aux alentours de 8000 €. Restons chez Rolex pour le moment et penchons-nous sur son incroyable collection de Daytona en tout genre. Mais attention, je doute que vous connaissiez déjà ces références, il semble d'ailleurs tellement fasciné par ce modèle en particulier qu'une référence a même pris son nom. On en reparle dans quelques instants. Pour le moment, jetons un œil au marché du vintage avec une Daytona très spéciale. Il s'agit d'une référence 62-65 avec l'emblème du sultan d'Oman dans le sous-cadran à 6 heures. Ce type de pièce fait partie de commandes spéciales de la part de familles royales et sont extrêmement rares. Une Daytona 62-65 classique est d'habitude estimée entre 250 et 500 000 €, mais il semblerait qu'il n'y ait qu'une dizaine d'exemplaires dotés de ce logo spécifique placé à cet endroit sur le cadran. C'est le genre de pièce qui est très dur à estimer, mais quoi qu'il en soit, c'est probablement déjà plus de 500 000 €. Et si vous trouvez ça cher, attendez de voir la suite. Encore une 62-65, mais cette fois-ci avec un autre logo, l'aigle des Émirats Arabes Unis. Lors d'une vente aux enchères de Philips en 2018, une Daytona 62-63 avec le même logo fut vendue aux enchères pour 327 000 $, soit un peu plus de 300 000 €. Il ne s'agit pas de la même référence, mais elle est assez proche pour estimer que la pièce de Mayer s'échangerait contre un montant à peu près similaire. Et pendant qu'on parle de la 62-63, le chanteur en a aussi une dans sa collection. Il s'agit d'une version entièrement en or qui ne fait pas partie des Paul Newman Daytona. Encore une fois, une référence similaire fut vendue par Philips en 2018 pour 225 000 francs suisses, soit un peu plus de 205 000 €. Toujours dans la Daytona Vintage, mais cette fois-ci bel et bien dans la lignée des Paul Newman, voilà une référence 62-64 avec son célèbre cadran exotique.
Cette référence ne fut produite que pour un an, entre 1970 et 1971, et des pièces similaires qui se sont échangées sur le marché en 2018 sont parties aux alentours de 250 000 euros. On verra aussi juste après qu'une autre 62-64 de sa collection vaut beaucoup plus cher. Continuons dans les Daytona Vintage d'exception avec cette référence 62-69 en or serti de diamant taille brillant sur la lunette et le cadran. Cette pièce est considérée comme faisant partie de celles qui ont lancé le mouvement des Rainbow. La référence, ici montée sur un bracelet jubilé, est souvent considérée comme plutôt féminine, mais cela n'empêche pas le musicien de l'arborer avec fierté. En mai 2018, une pièce comme celle-ci s'est vendue lors d'une vente aux enchères pour 605 000 francs suisses, soit presque 560 000 euros. Juste avant de découvrir ces deux Daytona les plus chers, penchons-nous sur quelques pièces plus contemporaines. Commençons avec deux autres Rainbow dont nous avions déjà parlé dans notre vidéo sur la collection de Mark Wahlberg. La Rolex Daytona 116-598 RBOW en or jaune et la 116-599 RBOW en or blanc. Ces deux pièces pour le moins ostentatoires font très souvent partie des collections de vrais passionnés, comme nous le confirme ici Monsieur Meyer. Pour le commun des mortels, ces références semblent être de simples bijoux bling bling, mais pour les passionnés, elles retranscrivent une logique, un concept, une vision, et elles véhiculent un message. Mi-2021, la version en or jaune se trouve parfois d'occasion aux alentours de 350 000 euros, et celle en or blanc entre 300 et 340 000 euros. Passons maintenant à celle que l'on surnomme la John Mayer. C'est cette Rolex Daytona 116-508 en or jaune et cadran vert, car le musicien a très souvent été vu avec cette pièce au poignet et en a vanté les louanges lors d'une interview à propos de ses montres. Devinez où? Chez Hodinkee. Elle fut lancée au Bezel World 2016 mais reçut un accueil mitigé comme c'était souvent le cas pour les modèles professionnels en or. A l'époque, tout le monde s'était tourné vers la Daytona avec lunettes céramiques lancée la même année. John Mayer en possède d'ailleurs également une, la référence 116-500 au cadran blanc et lunettes noires. La hype autour de la version en or jaune cadran vert est donc venue plus tard, entre autres grâce à des sportifs et des acteurs hollywoodiens ayant jeté leur dévolu sur cette référence. C'est un boîtier en or jaune 18 carats de 40 mm de diamètre qui abrite le calibre manufacture 41-30. Lors de son passage sur Hodinkee en 2019, John annonçait que cette référence en particulier ferait partie des montres qui passent plus ou moins inaperçues à leur sortie, mais qui deviennent de véritables graals horlogers des années plus tard. I just went, how does nobody notice this? Il semble qu'il ait vu juste puisque son prix de vente officiel à son lancement était de 34 900 francs suisses, soit un peu plus de 32 000 euros, alors qu'elle se trouve en ce moment sur le marché gris entre 70 et 100 000 euros. Allez, pendant que nous sommes dans les Daytona modernes, voici une référence 116-509. Elle fut elle aussi lancée en 2016 aux côtés de la John Mayer et de la Daytona lunettes céramiques. Il s'agit d'une pièce entièrement en or blanc avec un beau cadran bleu. Le rendu final est relativement discret et élégant tout en gardant un aspect sportif puissant. D'occasion, elle se trouve aux alentours de 50 000 euros. That's a deep cut. That's a deep cut. But right. Bon, avant de passer à d'autres modèles mais aussi à d'autres marques, laissez-moi quand même vous parler de ces deux Daytona les plus précieuses. La première est encore une référence 62-64 mais encore plus rare que la première dont on a parlé grâce à son cadran à pulsation. Cela signifie que l'on trouve une échelle permettant de lire les pulsations cardiaques d'un patient sur l'extrémité du cadran. Il s'agirait donc de commandes spécifiques de la part de médecins qui utilisaient alors le Rolex comme de véritables outils de travail. Il semblerait qu'il n'existe que 8 ou 10 pièces comme celle-ci et son prix est estimé aux alentours d'1 million d'euros, rien que ça. La seconde est une Daytona vintage en or et diamant représentant le début du Rainbow. C'est une référence 62-70 qui fait elle aussi partie d'une production totale estimée à une dizaine de pièces. Un peu plus masculine avec sa lunette sertie de diamant taille baguette, toujours aussi tape à l'œil mais diablement sexy, elle fait partie des graals de nombreux collectionneurs, tant en raison de son histoire et de ce qu'elle représente qu'au niveau de son prix. En 2014, Christie's a vendu aux enchères une pièce similaire pour 905 000 francs suisses, soit plus de 830 000 euros. On peut estimer qu'aujourd'hui, elle flirte elle aussi avec le million d'euros. When a watch movement turns this crunchy, the teeth on these gears are brand new. Allez, promis, c'est fini avec les Daytona pour aujourd'hui, mais continuons un peu avec Rolex avant de passer aux autres pièces d'autres marques qui sont elles aussi incroyables. Le voilà avec une Submariner 5514 Comex. The original Comex is what's called a 5514 reference. Comme il l'explique dans son interview avec Hodinkee, il s'agit d'une 5513 modifiée pour pouvoir suivre les plongeurs en eau très profonde de la Comex, compagnie maritime d'expertise.
Il s'agissait en réalité d'un prototype avant l'arrivée de la Sidweller. Rolex a donc ajouté une valve à hélium et sur cette version, son cadran n'a pas de mention COMEX, mais le fond de boîte est bien gravé au nom de la compagnie française de plongée. Elle garde en revanche l'inscription d'étanchéité à 200 mètres du cadran, mais elle est en réalité capable de survivre au changement de pression lors de la remontée après une plongée à saturation, grâce à la valve en question qui laisse s'échapper l'hélium et évite de faire sauter le verre comme c'est très souvent le cas avec les montres qui n'en sont pas pourvues. Encore une Submariner en rapport avec la compagnie maritime, cette fois-ci avec le logo beaucoup plus présent puisqu'il passe du côté cadran. Une Rolex Submariner Comex 1680. John Mayer explique qu'elles étaient réservées aux employés de la Comex travaillant dans les bureaux et non pas aux plongeurs en eau très profonde comme l'était la référence précédente. Troisième Submariner pour John, celle qu'il appelle The Military Sub ou The Grail Submariner, la référence 5517. Elle offre un cadran aux index traité au tritium pour la luminescence comme le prouve le logo T à 6 heures, une lunette rotative bien spécifique avec une graduation minute et des barrettes fixes entre les cornes. John explique que cette montre est d'une robustesse à toute épreuve, qu'elle n'aura pas de problème en cas de choc contre une poignée de porte ou autre, et qu'elle a très certainement été violemment malmenée par ses premiers propriétaires qui l'utilisaient eux aussi comme des outils de travail. Le musicien semble décidément être intéressé par les outils de plongée et nous présente ici sa Rolex Pre-Submariner de 1953. This would be the very first Rolex dive watch. L'appellation Submariner qui changera le monde de l'horlogerie tout entier n'était pas encore officielle et n'apparaît donc nulle part sur la montre. Elle ne possède pas de protège-couronne ni de marquage typique d'une montre de plongée sur la lunette, mais on découvre les chiffres 3, 6 et 9 sur le cadran, empruntés à la Explorer de l'époque. Une pièce similaire s'est vendue aux enchères en octobre 2017 pour presque 500 000 € et il faut noter que la référence de Monsieur Meyer est en parfait état. Avant de passer dans les airs, voici une dernière pièce en rapport avec les grandes profondeurs marines. Le chanteur explique s'être offert une Rolex Double Red Sidweller, plus communément appelée DRSD. Il s'agit de la première Sidweller équipée de la valve à hélium, signature qui restera sur tous les modèles d'après. Elle fut produite de 1967 à 1977. Elle offre un guichet de date à 3 heures, information importante pendant les plongées à saturation qui durent souvent plusieurs jours, mais n'est pas équipée du cyclope grossissant, tout simplement parce que la technique de fixation de cette loupe n'était pas assez résistante à l'époque pour des conditions pareilles. Lors de plusieurs interviews, le musicien explique beaucoup apprécier la complication GMT permettant d'afficher plusieurs fuseaux horaires simultanément. Selon ses dires, PA World Ready comprenait elles sont prêtes à affronter le monde. Détail utile pour un artiste qui sillonne le monde de long en large à longueur de temps. Vous verrez donc qu'il possède des pièces de plusieurs marques différentes dotées de cette complication qui l'affectionne. L'origine du concept de la GMT est le plus souvent attribuée à Rolex, même si vous le savez, en horlogerie, la complication n'est jamais loin. C'est donc sans surprise qu'on découvre dans la collection du musicien une Rolex GMT Master 2 116-719 BLRO, une pièce entièrement en or blanc avec un cadran noir et lunettes Pepsi. Il explique se l'être offerte en 2015 chez un AD Rolex de New York, en même temps que Benjamin Clymer, le créateur d'Odinky, s'est offerte la sienne. Well, let's tell the story of the day you and I both met at the Rolex boutique in New York City, had a couple drinks, Yeah, we did. and walked into the Rolex boutique and both bought ourselves the white gold GMT. On peut donc dire qu'à l'époque, les modèles entièrement en or étaient relativement facilement accessibles du moment que l'on avait le portefeuille nécessaire. John a même fait graver le fond de boîte de la scène au logo du groupe The Grateful Dead. La référence se trouve d'occasion aux alentours de 35 000 €. Toujours dans les multiples fuseaux horaires, il possède également une Rolex GMT Master 2 116-710 BLNR Batman. Il s'est offert cette pièce en 2013 et elle se trouve aujourd'hui d'occasion entre 15 et 20 000 €. Il expliquait aussi en 2013 qu'il s'agissait d'une des montres qui le suivait le plus pendant ses tournées. It's the best contemporary watch that Rolex makes. Bon, il reste encore d'autres Rolex, mais je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Avant de passer à la marque suivante, sachez tout de même que l'on ne construit pas une collection si incroyable sans embûches. En 2014, John a porté plainte contre un revendeur de montres qui était aussi devenu son ami en l'accusant de lui avoir vendu 7 Rolex contenant certaines pièces qui n'étaient pas authentiques d'après certains experts. Il a demandé le remboursement de 656 000 $, représentant le prix des 7 montres, plus dommages et intérêts. Après 2 ans de recherche sur le sujet, Meyer a pourtant retiré sa plainte et les deux hommes ont expliqué que le chanteur avait retrouvé confiance en son dealer, auprès duquel il avait à l'époque déjà dépensé plus de 5 millions de $. Alors, s'est-il laissé berner par de faux experts? A-t-il trouvé un deal à l'amiable avec son dealer sans l'ébruiter pour ne pas affecter sa crédibilité? Ou est-il encore en possession de pièces non authentiques sans le savoir? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. You sign my boob. Your boob. Yes. Can we sign a boob?
On change de crèmerie tout en restant relativement proche de l'esprit de Hans Wilsdorf puisqu'on découvre ici une Tudor Black Bay faite en collaboration avec Undefeated, un magasin spécialiste de basket et autres sneakers basé à Los Angeles depuis sa fondation en 2002. En effet, John Mayer ne collectionne pas uniquement les montres, il est aussi fan de mode et d'accessoires en tout genre. Il semblerait qu'il soit reconnu comme un client fidèle par Undefeated puisque la marque lui a tout simplement offert cette pièce en guise de remerciement. Tudor n'a pas l'habitude d'accepter les collaborations de ce style, mais il faut croire qu'Undefeated a su trouver un terrain d'entente. Cette Black Bay offre un boîtier de 41 mm de diamètre, une lunette rotative à l'insert bleu et un cadran noir. Le prix catalogue de la Black Bay 41 tourne autour de 3300 €, mais difficile d'estimer cette pièce sur mesure. De retour avec l'une de ses complications préférées, John a aussi été vu portant une Tudor Black Bay GMT M79830 RB. Cette pièce en acier au boîtier de 41 mm lui aussi est entraînée par le calibre manufacture MT5652 certifié COSC. Elle annonce une étanchéité à 200 mètres et Monsieur Mayer la porte sur un bracelet acier. Son prix catalogue avoisine les 3800 €. Autre marque dans la collection incroyable du chanteur, IWC. Dès son premier passage dans Talking What Is With en 2013, il nous présentait sa IWC Big Pilot qui avait déjà 10 ans à l'époque et expliquait à quel point il appréciait sa lisibilité, sa facilité d'utilisation concernant notamment le changement d'heure et son design en général. C'est entre autres pour ces raisons qu'il l'a porté sur scène au début des années 2000. Cette référence 5002 au style pilote très affirmé fut la première Big Pilot et fut lancée en 2002, année à laquelle son boîtier de 46 mm de diamètre n'est pas passé inaperçu, tout comme son énorme couronne en forme d'oignon devenue si caractéristique du modèle. Elle est entraînée par le calibre automatique manufacture 5011 qui a fait son apparition avec la référence 5002 et offre une impressionnante réserve de marge de 7 jours, même s'il manquait un peu en précision et a vite été remplacé. D'occasion, une 5002 en bonne condition se trouve aux alentours de 8000 €. Second IWC pour le passionné, une Aquatimer Jacques Cousteau IW354-806 avec un superbe cadran bleu soleillé que John considère comme l'un de ses cadrans préférés. It's really one of the coolest styles I've ever seen. Cette montre de plongée plutôt modeste offre un boîtier de 42 mm et deux couronnes à 2 et à 4 heures. L'une est utilisée pour régler l'heure comme une couronne classique, alors que la seconde sert à faire tourner le réo de la montre sous le verre. Ce dernier est gradué comme une lunette rotative sur une montre de plongée classique et est donc utilisé pour chronométrer les temps de plongée ou tout autre événement. Cette référence fut lancée en 2004, annonce une étanchéité à 1000 mètres et est entraînée par un calibre ETA 2892 A2 décoré spécialement par la marque. Il s'agit d'une édition limitée à 1953 pièces rendant hommage à Jacques Cousteau et à son documentaire Le Monde du Silence sorti en 1953. D'ailleurs, nous avions parlé des montres de Jacques Cousteau dans notre vidéo à propos des montres de plongée, on vous met le lien en description si vous voulez aller le voir. D'occasion, cette pièce annonce un prix aux alentours de 4000 €. John explique qu'apprécier ce type de montre alors que l'on possède une collection à plusieurs millions est un peu comme collectionner les Ferrari et dire j'adore la Ford Focus. Une bien belle comparaison pour cette montre robuste et efficace avec une forte personnalité. Avant de découvrir la seconde marque favorite du guitariste, jetons un œil à ces pièces de chez Audemars Piguet. On a pu voir le musicien aux multiples facettes avec une Audemars Piguet Royal Oak 26574 à quantième perpétuel, entièrement en or rose avec un cadran bleu au motif grande tapisserie, typique de la collection. C'est le mouvement automatique manufacture 5134 qui l'entraîne et qui permet de donner la date exacte en prenant en compte les années bissextiles tout en indiquant la phase de lune. D'occasion, elle a affiché entre 160 et 200 000 €. Toujours chez la marque du Brassus, la star explique en 2019 que l'une des pièces qu'il porte le plus est une Audemars Piguet Concept GMT tourbillon à la lunette et aux ponts centraux en céramique blanche. Cette version lancée en 2014 est montée sur un bracelet caoutchouc blanc et arbore un style ultra sportif flirtant avec le futuriste. Son cadran partiellement et joliment ajouré laisse entrevoir un tourbillon à 9 heures, un indicateur d'un second fuseau horaire à 3 heures, complication favorite de John, et un indicateur de position de couronne à 6 heures. Son boîtier en titane mesure 44 mm de diamètre pour 16,06 d'épaisseur et elle annonce une étanchéité à 100 mètres. Elle peut donc être portée comme une montre de sport si vous êtes prêt à arborer une pièce à 200 000 € pendant votre footing. On reste chez AP et dans la collection Concept avec une Audemars Piguet Royal Oak Concept tourbillon chronographe squelette automatique, cette fois-ci montée sur un bracelet en caoutchouc bleu qui accentue encore l'aspect sportif et excentrique. Il s'agit de la première montre à remontage automatique dans la collection Concept et c'est grâce à une masse oscillante périphérique en platine visible du côté du cadran. Le boîtier de 44 mm est en titane microbié alors que les poussoirs et la couronne sont en céramique noire.
On retrouve un sous-cadran de 30 minutes du chronographe à 3 heures et le tourbillon à 6 heures. Le tout est étanche à 100 mètres et le prix estimé est aux alentours de 350 000 €. On repasse maintenant sur du un peu plus discret et habillé avec cet Audemars Piguet Royal Oak Extra Fine tourbillon entièrement en or rose. Monsieur Meyer explique d'ailleurs que pour lui, l'alliage d'or rose propre à Audemars Piguet est le plus réussi du secteur. And I believe AP's rose gold mix is the finest rose gold color of all the manufacturers. I just do. Sur un cadran or rose au motif grande tapisserie, on retrouve un superbe tourbillon dans sa cage à 6 heures. Son prix avoisinerait les 190 000 €. Lors de son premier passage chez Hodinkee en 2013, John Mayer avait présenté cette Patek Philippe 5164A Travel Time Aquanaut. Et lors de son second passage en 2019, il explique qu'elle fait maintenant partie des montres qu'il porte le plus souvent. Il explique également que d'après lui, cette pièce indique que son porteur possède une collection digne de ce nom. Il plaisante même en conseillant à celles et ceux qui veulent faire croire qu'ils ont bel et bien une collection impressionnante au coffre de s'offrir cette référence. La Aquanaut fut lancée en 1997 et se base sur le design de la Nautilus en plus sportif et plus contemporain pour l'époque. Cette version mesure 40,8 mm de diamètre et est étanche à 120 mètres. Elle propose elle aussi l'affichage d'un second fuseau horaire ainsi qu'un guichet indiquant s'il fait jour ou nuit à l'heure locale et à l'heure du domicile. Elle est proposée sur un bracelet tropical et Monsieur Meyer en possède plusieurs. En 2013, il portait cette pièce sur un bracelet noir alors qu'on la voit sur une version appelée Camo Green en 2019. Il explique d'ailleurs que ce bracelet vert n'est plus en production et que les bracelets originaux s'échangent contre de petites fortunes avant de montrer qu'il en possède deux encore sous blister. No one has ever shown off their straps. These are two uncut, unused, what they call camo green, which is strange because it's not camo. Il n'en a pas fini avec les Aquanaut, le voilà avec une 5065A, une autre pièce en acier de 38 mm avec un cadran vert kaki aux aiguilles et index luminescents et au discret détail rouge accordé avec le bracelet tropical vert kaki lui aussi. Il s'agirait d'une pièce unique faite spécialement par Patek Philippe à la demande du musicien. On verra juste après qu'il a une autre pièce unique que la manufacture a spécialement conçue pour lui. Plusieurs sources parlent aussi d'une Patek Philippe Aquanaut extra large 5167A, mais nous n'avons pas réussi à confirmer ces dires. Si vous l'avez vu porter cette pièce, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous envoyer la photo. Passons maintenant à celle que John Mayer appelle la Daytona de chez Patek. Sort of the Daytona of Patek. La Patek Philippe 5970G. Il nous montre ici sa version au cadran blanc et au boîtier en or blanc de 40 mm. La 5970 fut produite de 2004 à 2011, la plus courte période de production pour une Patek Philippe à quantième perpétuel. Elle est considérée par beaucoup comme l'une des montres à grande complication les plus faciles à porter au quotidien. Il s'agit de la dernière référence de la marque qui utilise un mouvement manuel développé sur une base de chronographe de chez Lemania, très largement modifié par Patek Philippe qui a entre autres ajouté son module de quantième perpétuel. Sur les versions suivantes, le mouvement sera entièrement manufacture. John insiste sur le fait que sa version n'a rien de spécial. Pas de logo Tiffany, pas d'édition limitée ou autre. Il a raison, mais cela n'empêche pas cette référence de se vendre d'occasion aux alentours de 160 000 €. On reste dans la même veine mais on rajoute un super travail de joaillerie, le voilà avec une Patek Philippe 5971 à quantième perpétuel et sa lunette sertie de diamants baguettes. Cette montre au boîtier en platine de 40 mm au cadran noir fait partie des pièces préférées du chanteur. Elle est entraînée par le même calibre que la référence précédente, mais les diamants la font évidemment sortir du lot. D'occasion, elle affiche régulièrement des prix dépassant 300 000 €. Et si je vous disais maintenant que Patek lui a même fait une pièce sur mesure en 2012? This is new for me on Talking Watches because I'm showing a piece unique that was made for me by Patek. Voici sa Patek Philippe 5004G avec un cadran saumon et des aiguilles luminescentes pour que John puisse lire l'heure sur scène. Bon, il a avoué ne jamais l'avoir porté sur scène, mais au moins il sait qu'il peut et cela donne aussi un peu plus de crédibilité à la demande spéciale. Elle est également gravée Mr. D.C. Meyer sur le fond de boîte par la manufacture. Il s'agit de la toute première pièce sur mesure qu'a reçue l'artiste. La référence 5004 est un chronographe à quantième perpétuel lancé en 1996 et produit pendant 15 ans. John porte la sienne sur un bracelet en cuir et il explique que cela lui donne une aura encore plus solennelle et originale qu'elle ne l'est déjà. En tant que pièce unique, il est très difficile de l'estimer. On sait en revanche qu'en 2015, une pièce similaire s'est vendue aux enchères aux alentours de 355 000 €. Et bien sûr, à chaque fois que l'on vous donne des estimations par rapport à d'autres pièces, nous ne prenons pas en compte que le fait que les montres aient appartenu à John Mayer rajoute forcément de la valeur à ces dernières. Pour sa dernière montre d'exception, avant de passer à ses deux montres plus normales, on a pu le voir porter une Patek Philippe 5270G aux Grammy Awards. Une pièce en platine elle aussi équipée d'un chronographe et d'un quantième perpétuel qui se vend parfois aux enchères aux alentours de 110 000 €.
Au début de cette vidéo, nous avons parlé de sa première vraie montre. Mais qu'en est-il de sa première montre tout court? Il s'agirait d'une Armitron Star Wars, une montre digitale sur laquelle on retrouve les droïdes C3PO et R2D2 qu'il aurait reçu alors qu'il n'était qu'un enfant. John en parle avec beaucoup de nostalgie et dit se souvenir qu'il considérait cette montre comme un véritable ami. L'artiste a donc commandé des pièces uniques à Patek Philippe, mais il a aussi collaboré avec des marques plus raisonnables, comme nous le prouve cette Casio G-Shock DW6900 JM28. Elle fut designée par le chanteur en personne en s'inspirant du clavier Casio Tone SK5, un des premiers instruments de musique sur lequel il a commencé à s'exprimer lorsqu'il n'était qu'un enfant. Cette montre digitale produite avec Hodinkee en édition limitée offre toutes les options d'une G-Shock classique et annoncée à un prix catalogue de 180 $, soit un peu plus de 150 €. Elles sont trouvables d'occasion plus vers les 350 € en ce moment, et pour ce prix, vous pourrez dire que vous portez au moins une des montres de la collection de John Mayer. Alors, laquelle de ces pièces absolument dingue est votre préférée et de quelle collection voudriez-vous que l'on parle dans les prochaines vidéos? Répondez en commentaire et cliquez sur une des deux vidéos pour continuer l'aventure. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur lecalibre.com.